Je suis rentrée à la maison plus tôt que prévu. Ma belle-sœur était dans mon lit avec mon mari. Je me suis figée. Puis, je me suis retournée et je suis partie. Il a couru après moi en désespoir. Attendre? J'ai tout gâché. Ça n'arrivera plus. Je n'ai rien dit car il n'a jamais vu ce que j'ai fait ensuite. Je me souviens d'abord du son, le léger bourdonnement du lave-vaisselle, constant, indifférent, comme si rien dans cette maison n'avait changé. C'était un jeudi soir, peu après 20 heures. J'avais quitté le travail tôt parce que la clinique était calme. Ce genre de silence qui vous fait sentir inutile. Je me suis arrêtée pour prendre de l'essence, j'ai sauté le dîner et je suis rentrée chez moi en ne pensant qu'à une douche et au silence. La lumière du porche était allumée. Ce n'était pas inhabituel. Ce qui était étrange, c'était la paire de chaussures supplémentaires près de la porte, des chaussures de femme de couleur basique qui n'étaient pas les miennes. Pendant un instant, je suis restée là, les clés à la main, considérant froidement toutes les possibilités, presque comme une analyse clinique. Une voisine, peut-être. Ma belle-sœur Rebecca séjournait chez nous de temps en temps depuis sa séparation. Parfois, elle arrivait sans prévenir, parfois elle apportait du vin, et parfois elle apportait ses opinions. J'ai ouvert la porte. La maison sentait légèrement le nettoyant aux agrumes et quelque chose d'autre. Un parfum sucré qui n'avait pas sa place là. La télévision du salon était silencieuse, son image bleue illuminant les murs. Il n'y avait pas de voix, pas de rire, seulement les appareils électroménagers et le léger craquement du plancher sous mes pas. J'ai passé la cuisine, passé l'îlot où j'avais signé les papiers de l'hypothèque 2 ans plus tôt. Mon nom en premier, mon nom était le principal sur les papiers. Mes revenus étaient plus élevés, mon historique de crédit plus solide. C'était une décision pratique. Isen, mon mari, avait accepté à l'époque, sans trop réfléchir, avec son sourire calme, reconnaissant de s'accrocher à un système qui ne lui demandait presque jamais d'explication. La lumière du couloir était éteinte, la porte de la chambre était entr'ouverte. Je l'ai poussée une seconde. Rien n'avait de sens, ni les formes, ni les couleurs, ni ce mouvement qui s'est arrêté trop tard. Puis, tout a pris sa place. Les cheveux de Rebecca sur mon oreiller, sa blouse déboutonnée, se retournant avec une main toujours sur sa taille, ses yeux ouverts d'une manière presque exagérée. Personne n'a rien dit. J'ai senti mon corps s'immobiliser complètement, comme si quelque chose en moi avait décidé de conserver son énergie. Il n'y avait pas de chaleur, pas de colère, pas de drame, juste une séparation froide et nette entre ce que je voyais et ce que j'allais faire. Je me suis retournée et je suis partie. Clear, attends. Sa voix venait de derrière moi, déjà tendue, déjà à la recherche d'explications qu'elle n'avait même pas fini d'inventer. Non, s'il te plaît. Je ne me suis pas arrêtée. J'ai marché dans le couloir en passant devant les photos encadrées, notre mariage, l'anniversaire de ses parents, une carte de Noël que nous n'avons jamais envoyée. Je suis entrée dans la pièce. Mon sac était sur la chaise où je l'avais laissé ce matin-là. Je l'ai pris. J'ai vérifié mon téléphone, mes clés, mon portefeuille, comme si j'allais faire une course normale. Clear s'approchait. Sa respiration était irrégulière, c'est pas rapide. Je me suis trompée, je sais ce que ça donne. Laisse-moi juste expliquer. J'ai ouvert la porte d'entrée. Ça n'arrivera plus. Il disait les mots dans un flot confus et ininterrompu. Je jure, ça ne signifiait rien. Rebecca elle-même. Je suis sortie à l'entrée de la maison. Il m'a suivi pieds nus, l'air froid de la nuit sur ses bras. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Je l'ai regardé alors, non pas avec colère, pas même avec déception, mais avec un calme étrange, comme si je le voyais pour la première fois réellement. Il y avait de la peur sur son visage, oui, mais aussi autre chose, le reflet habituel. Cette habitude de tout minimiser, de le réparer avant que cela ne devienne réel. Je me suis trompée, répétait-il, baisse-le, comme si baisser le volume le rendrait plus réel. J'ai seulement hoché la tête une fois, non pas en signe d'accord, mais comme quand on répond à un étranger avec quelque chose d'insignifiant. Je suis montée dans la voiture. Il est resté là, une main levée, comme s'il pouvait encore m'arrêter. Mais il ne l'a pas fait.
Le moteur a démarré. Les lumières ont illuminé l'herbe, la boîte aux lettres avec notre nom de famille peint en lettres noires. J'ai conduit. Au premier feu rouge, mes mains ont commencé à trembler. Pas fort, juste un petit tremblement constant. Je les ai posées sur le volant, sentant la texture sous mes paumes, essayant de m'accrocher à quelque chose de réel. Il fut un temps où j'aurais appelé quelqu'un, ma mère, peut-être, une amie de l'université, n'importe qui aurait pu supporter l'impact à ma place et me dire ce que je ressentais. Mais cette nuit-là, je n'ai appelé personne. J'ai laissé le silence là, lourd, intact. J'ai pris une chambre dans un hôtel en bord de route, propre, anonyme, un de ceux qui sentent le chlore et l'air artificiel. La réceptionniste n'a rien demandé. Elle m'a juste donné une carte et un reçu avec une expression neutre, entraînée. Dans la chambre, j'ai posé mon sac sur la commode et me suis assise au bord du lit. La télécommande de la télévision était là, légèrement inclinée vers les oreillers. Je ne l'ai pas allumée. Mon téléphone portable a vibré. Izen, s'il te plaît, parle-moi. Izen, ce n'est pas ce que tu penses. Izen, Rebecca part. Je lui ai dit de partir. Izen, où es-tu? J'ai lu les messages une seule fois puis j'ai retourné mon téléphone. Quelques minutes plus tard, un autre message. Izen, je suis désolé. Celui-ci est resté un peu plus longtemps sur l'écran, non pas parce qu'il était important, mais parce qu'il était simple, sans fioriture, plus proche de la vérité que les autres. Pourtant, cela n'a rien changé. Au fil des ans, j'avais appris que les excuses n'étaient souvent qu'un moyen de demander du temps. Et le temps, à ce moment-là, était la seule chose que je n'étais pas disposée à donner. Je me suis allongée sur le lit, fixant le plafond. Le climatiseur bourdonnait par intermittence. Dans un couloir, une porte s'est fermée. Des pas sont passés et puis sont partis. J'ai commencé à penser non pas aux émotions, mais à l'ordre. Que fallait-il faire? Que pouvait-on protéger? Qu'était déjà compromis? La maison était à mon nom. Le compte principal était joint, mais la plupart des dépôts mes dépôts étaient traçables. Le fonds de retraite, l'assurance, les cartes de crédit. Il y avait une structure à tout cela, un système qui pouvait être revu, ajusté, protégé. Je me suis assise. Mon téléphone portable était toujours sur la commode, l'écran noir reflétant à peine mon visage. Je l'ai pris. J'ai ouvert un nouveau message, non pas pour Izen, mais pour quelqu'un dont j'avais enregistré le numéro il y a des années et que je n'avais jamais utilisé. Laura Simons, avocate spécialisée dans le droit de la famille. Mes doigts sont restés sur le clavier un instant, puis j'ai tapé. Bonjour Laura, c'est Claire Benet. Nous nous sommes rencontrés brièvement à l'événement Henderson l'année dernière. J'ai besoin de fixer une consultation dès que possible. C'est urgent. J'ai lu le message une fois, sans trop réfléchir, sans élaborer. Je l'ai envoyé. La pièce a semblé différente après cela. Pas plus sûre, mais plus claire, comme si tout avait pris forme. La société était toujours là, sous la surface, mais elle ne contrôlait plus mes décisions. Mon téléphone a vibré à nouveau. Claire, je suis disponible demain à 9 heures. Pouvez-vous venir au bureau? J'ai répondu, oui, merci. Je l'ai posé sur le lit et me suis rallongée. Mon esprit courait déjà. Documents, comptes, conversations qui devraient avoir lieu, décisions qui devraient être prises. Dehors, une voiture a roulé. Les lumières ont traversé le rideau une seconde, puis tout est redevenu sombre. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis que j'avais ouvert la porte de cette chambre, j'ai senti quelque chose en moi se stabiliser. Ce n'était pas le pardon, pas même l'acceptation, mais une décision calme et ferme. Je n'avais pas crié, je n'avais pas exigé d'explication, et je n'avais pas l'intention de le faire. Lorsque je suis entrée dans le bureau de Laura Simons le lendemain, je ne pensais plus à ce que j'avais vu, je pensais à ce que cela signifiait. Le bâtiment se trouvait dans un quartier calme de la ville, en briques, avec des portes vitrées propres, le genre d'endroit qui dégage une stabilité sans effort. Trop. À l'intérieur, tout était rangé, murs neutres, diplômes encadrés, une réceptionniste qui m'a accueilli par mon nom,
comme si j'avais déjà franchi une ligne invisible entre le doute et la décision. Kahir, dit Laura en venant me saluer, me tendant la main. Sa poignée était ferme, et elle avait une expression sereine. Son bureau donnait sur un petit parking et une rangée d'arbres qui commençaient tout juste à changer de couleur. Elle me fit signe de m'asseoir et referma la porte derrière nous. « Je suis désolée que vous soyez ici pour cela, dit-elle, non pas froidement, mais directement. Mais c'est bien que tu sois venu rapidement. Le timing est important. » J'ai hoché la tête. Je ne voulais pas attendre. Bien. Elle s'est assise en face de moi, a ouvert un dossier et a cliqué sur son stylo. Commencez par le début, mais seulement les faits. Nous nous occuperons des émotions plus tard. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. Je lui ai dit qui était Rebecca, ma belle-sœur, toujours légalement mariée au frère aîné d'Isen, bien que séparée depuis des mois. J'ai expliqué comment elle était allée et venue de notre maison pendant cette période. Parfois elle restait la nuit, parfois elle partait tôt le matin avec des excuses vagues et un sourire distrait. Laura écoutait sans interrompre, prenant des notes de temps en temps. Des soupçons antérieurs, demanda-t-elle quand j'eus fini. Oui, dis-je après une courte pause, mais rien que je puisse prouver. Quel genre de soupçons? Des changements dans son comportement, répondis-je. Isen travaillait plus tard. Rebecca était trop présente. Les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. Laura hocha la tête. C'est courant. Cela ne commence presque jamais soudainement, cela devient juste apparent. Soudain, je laissai cela infuser un instant dans l'air. Ce que j'ai besoin de savoir maintenant, a-t-elle poursuivi, c'est votre situation financière et légale. C'est là que vous avez l'avantage. Je m'attendais à cette question. La maison est à mon nom. Ai-je dit? Je l'ai achetée avant notre mariage. Je l'ai refinancée il y a 2 ans, et elle est toujours uniquement à mon nom. Bien, a-t-elle dit, prenant des notes. Hypothèque payée à temps de mon compte. Compte joint, un compte courant principal. J'ai répondu. Mais la plupart des dépôts sont les miens. Ma paye est versée. Il contribue. Mais de manière incohérente. Des comptes de retraite séparés. Le mien est nettement plus important. Des retraits importants récents? Des virements. J'ai hésité. Je ne suis pas sûre. Je n'ai pas encore examiné cela en détail. Fais-le aujourd'hui. A-t-elle dit immédiatement. Dès que tu partiras d'ici, cherche tout ce qui sort de l'ordinaire, retrait en espèces, virement vers des comptes inconnus, augmentation de dépenses. Les gens qui ont franchi une ligne en franchissent souvent d'autres. J'ai hoché la tête à nouveau. Cette fois plus fermement. Maintenant, a-t-elle dit, se penchant légèrement en arrière dans sa chaise, nous allons parler de stratégie. Le mot est tombé avec un poids silencieux. Vous avez des options, a-t-elle poursuivi. Mais la chose la plus importante en ce moment est le contrôle. Le contrôle émotionnel, le contrôle financier et le contrôle légal. Vous avez déjà fait le premier pas en quittant la maison sans le confronter. Cela vous fait gagner du temps. Du temps, ai-je répété doucement. Isen me l'avait demandé la veille, comme si c'était quelque chose que je pouvais simplement lui remettre comme un jeu de clés supplémentaires. Déposez la plainte en premier, a dit Laura. C'est important. Cela donne le rythme, montre l'intention et l'empêche de vous devancer légalement. Est-ce que ce sera compliqué, ai-je demandé. Cela dépend de sa réaction, a-t-elle répondu. Mais d'après ce que vous m'avez dit, vous êtes en position de force. La maison est à vous, vos revenus sont stables. Il n'y a pas d'enfants impliqués. J'ai expiré lentement. Je n'avais même pas réalisé que je retenais mon souffle. Et elle? Ai-je demandé, Rebecca. L'expression de Laura n'a pas changé. Légalement, c'est sans importance. Moralement, c'est une autre conversation. Mais le tribunal ne se concentre pas là-dessus autant que les gens le pensent. J'ai failli sourire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était une réponse trop précise. Trop froide, et donc claire. Que dois-je faire maintenant? Ai-je demandé. Aujourd'hui, elle a dit.
Tu rentreras chez toi quand tu sauras qu'ils ne sont pas là. Tu vas rassembler tes documents, déclaration de revenus, relevés bancaires, papiers hypothécaires, tout ce qui concerne la propriété. Sécurise tes comptes personnels, change les mots de passe, et si tu as des cartes de crédit partagées, envisage de les bloquer. Et lui, ai-je demandé? Devrais-je lui parler? Pas encore, a-t-il répondu, pas avant que vous ne soyez protégé. En ce moment, tout ce que vous direz pourra être utilisé pour négocier, minimiser ou retarder. Vous ne lui devez pas cela. Et cela, plus que toute autre chose qu'il avait dite, est resté avec moi. Vous ne lui devez pas cela. Quand j'ai quitté son bureau, l'air extérieur était différent, plus frais, plus clair. Je suis resté un instant dans la voiture, révisant tout ce dont nous avions parlé, non pas comme une victime répétant ce qui s'était passé, mais comme quelqu'un qui entrait déjà dans un processus. Le téléphone portable a vibré. Izen, je n'ai pas dormi. S'il te plaît, dis-moi où tu es. Rebecca est déjà partie. Je lui ai dit de ne pas revenir. Izen. Nous devons parler. J'ai lu les messages sans me presser. Puis j'ai ouvert mon application bancaire. Les chiffres sont apparus à l'écran. Bilan familiaux structuré, transactions avec des dates claires. Pendant un instant, tout a semblé normal, mais ensuite j'ai fait défiler. Il y a 3 jours? Un virement que je n'ai pas reconnu. Il y a 2 semaines, plusieurs petits retraits, juste assez pour passer inaperçus, mais constants. Un paiement vers un compte que je n'ai pas reconnu. J'ai fixé l'écran quelques secondes de plus que nécessaire. La colère n'a pas été la première chose que j'ai ressentie, ni la tristesse. C'était quelque chose de plus froid, de plus clair? Comme quand toutes les pièces de quelque chose que vous pressentiez déjà mais que vous ne vouliez pas accepter finissent par s'assembler. Laura avait raison. Ce n'était pas une seule erreur. Ce n'était pas une erreur passagère, ce n'était pas un accident émotionnel, c'était un schéma. Quelque chose de répété, de calculé, soutenu dans le temps. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à travailler avec un calme que je ne me connaissais pas. J'ai pris des captures d'écran de tout, une par une, sans rien omettre. Date, montant, nom de compte. Je l'ai sauvegardé dans un nouveau dossier bien organisé, comme si ce n'était pas ma propre vie que je regardais, mais le cas de quelqu'un d'autre que je devais documenter avec précision. Ensuite, je suis allé dans les paramètres bancaires, j'ai changé le mot de passe. Puis j'ai réactivé la vérification en 2 étapes. Chaque clic était lent, intentionnel, non impulsif, non émotionnel, juste des décisions. Je suis passé aux cartes de crédit, et c'était pareil là. De petites sommes discrètes? Juste assez pour ne pas éveiller les soupçons à moins de regarder attentivement. Café, magasin, lieu que je ne reconnaissais pas, adresse qui ne correspondait pas à nos routines. J'ai ressenti une étrange fatigue. Mais j'ai continué. Je ne me suis pas arrêté. J'ai passé en revue chaque transaction comme si je composais une carte de quelque chose qui se passait sans moi, sans ma connaissance, sans mon consentement. Chaque pas était plus clair que le précédent. Et chaque clarté faisait moins mal que prévu, mais confirmait davantage. Lorsque j'ai terminé, c'était déjà le milieu de l'après-midi. J'ai conduit sans trop réfléchir jusqu'à ce que je sois garé à un pâté de maison de la maison. Je ne suis pas entré immédiatement. Je suis resté là à observer. La rue ressemblait exactement à toujours. Trop normal? Trop calme. Une voisine arrosant le jardin, une autre sortant les poubelles, un chien aboyant au loin. Petite routine répétée, comme si le monde ne pouvait se briser en 2 versions différentes en même temps. Et pourtant, à l'intérieur de cette maison, tout était différent. J'ai attendu, respirant lentement, fixant le portail, jusqu'à ce que je voie la voiture d'Izen sortir du garage. Il est parti sans hâte, sans soupçon, sans regarder vers la rue. Il ne m'a pas vu. Il ne savait pas que j'étais là. Il a rejoint l'avenue comme si rien n'avait changé. Comme si tout était normal. J'ai compté dans ma tête. 1, 2, 10, 20, 30. Et seulement alors, quand sa voiture fut assez loin, j'ai démarré la mienne.
J'ai conduit vers la maison. La porte d'entrée était déverrouillée. Entre. La maison était différente? Non pas parce que quelque chose avait physiquement changé, mais parce que je ne la voyais plus à travers le même prisme qu'on me l'avait raconté pendant des années. Les meubles, les photos, les détails soigneusement choisis ne me semblaient plus être ma maison. Maintenant ils ressemblaient à des preuves. J'ai marché rapidement. D'abord les documents, le classeur du bureau, le tiroir du haut, les déclarations de revenus, les documents hypothécaires, les polices d'assurance. Je les ai mis dans un dossier puis dans mon sac. Puis la quatrième. Le lit était fait. Ce petit détail, pourtant intentionnel, m'a presque arrêté, comme si l'ordre pouvait effacer ce qui s'était passé là, mais ça ne l'a pas fait. J'ai ouvert mon placard, sorti une valise et commencé à emballer des vêtements. Des choses basiques, rien de sentimental. Je ne laissais pas ma vie derrière moi, je la relocalisais. Le téléphone portable a vibré à nouveau. Izen, j'arrive tôt. S'il te plaît. Ne pars pas. J'ai lu le message puis j'ai regardé autour de la pièce. J'ai fermé la valise. Pour la première fois de la nuit dernière, j'ai parlé à voix haute, même s'il n'y avait personne pour m'entendre. C'est trop tard. J'ai pris le sac, les documents. Et j'ai quitté la maison. Je n'ai pas verrouillé la porte. Au moment où Izen a réalisé ce qui se passait, tout était déjà en mouvement. C'était l'avantage du silence. Il n'a rien annoncé, il n'a pas demandé la permission. Il n'a pas négocié. Il a juste continué d'avancer pas à pas jusqu'à ce que l'ordre des choses change sous ses pieds. J'ai passé les 48 heures suivantes en mouvement. Pas émotionnellement, mais logistiquement. Laura a déposé la plainte dès le lendemain matin. Différence irréconciliable. Un langage propre et neutre, pour quelque chose qui avait été tout sauf cela. Elle a également demandé des mesures provisoires, l'usage exclusif de la maison, une protection financière et une ordonnance formelle pour empêcher le mouvement des actifs. D'abord, la demande est déposée, puis le rythme est contrôlé, m'avait-il dit. Et c'est ce que nous avons fait. Pendant que le processus légal progressait, je construisais le périmètre de ma vie. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire, uniquement à mon nom. Dans une autre banque. J'y ai transféré mon prochain salaire. Je suis passé aux virements automatiques. J'ai redirigé les paiements automatiques, les services, l'assurance, tout. Le paiement de la voiture, tout ce qui pouvait être séparé, je l'ai séparé, non par dépit, mais par clarté. Le compte joint existait toujours pour l'instant, mais ce n'était plus ce qui me soutenait. Il ne me liait plus. J'ai demandé des rapports de crédit auprès des 3 bureaux, activé des alertes de fraude et mis un gel temporaire sur mon compte. Il avait l'impression d'exagérer. Presque par paranoïa, mais Laura avait insisté. Les gens ne pensent pas clairement quand ils perdent le contrôle, m'avait-il dit. Protège-toi des décisions qu'ils pourraient prendre par panique. Panique. Je l'avais déjà vu dans ses messages. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons arranger les choses. Je ferai n'importe quoi. Parlons-en juste. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je voulais le punir, mais parce que chaque mot que je lui donnerais deviendrait une corde pour me ramener, quelque chose pour retarder, adoucir, changer l'histoire. Et je n'étais plus intéressée par les histoires. J'étais intéressée par les résultats. Le samedi matin, j'ai revu Laura. Cette fois, nous avons tout examiné en détail, les comptes, les virements que j'avais trouvés, les documents que j'avais rassemblés. Elle a regardé les captures d'écran attentivement, son expression devenant plus sérieuse. Ces retraits, dit-il, touchant la feuille avec son doigt, suivent un schéma. Ils sont petits pour ne pas attirer l'attention, mais ils sont constants. Cela indique une intention. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé. Nous l'avons inclus, a-t-il répondu, non pas comme une accusation, mais comme un fait. Renforcez votre position, montrez des incohérences financières de leur côté. Et Rebecca, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Cela reste légalement non pertinent? A-t-il dit.
Mais si elle a reçu de l'argent directement ou indirectement, cela pourrait avoir de l'importance. Avez-vous des preuves? Pas encore. Alors, nous ne spéculons pas, a-t-il ajouté. Nous restons précis. Précision. Ce mot est resté avec moi plus longtemps que prévu. Il était déjà en train de devenir un type de langage que je comprenais sans réfléchir, comme si mon esprit avait déjà cessé de réagir émotionnellement et ne fonctionnait plus que dans un mode clair, direct. Sans bruit. Tout ce que Laura me disait ne sonnait plus comme des conseils, mais comme des instructions pour quelque chose qui était déjà en cours. Quand j'ai quitté son bureau, il n'y avait plus de doute, plus de retour en arrière. Plus de « cela se passerait comme ça ». L'étape suivante était simple. La notification officielle serait faite le lundi. Sans ambiguïté, sans place pour les malentendus, sans interprétations émotionnelles, seulement des faits, seulement un processus, seulement un système. Et pour la première fois, j'ai compris ce que cela signifiait vraiment. Lorsque le système prend le contrôle, les émotions cessent de diriger l'histoire. Cet après-midi-là, je suis rentrée chez moi. Non pas parce que j'avais besoin de quelque chose. Je n'avais presque plus besoin de rien là-bas. J'avais déjà sorti l'essentiel. Je suis revenue pour une raison différente, pour être là une dernière fois, mais pas comme avant. Non pas comme quelqu'un qui entre en s'attendant à une vie normale. Non pas comme quelqu'un qui croit encore que cette maison est un foyer, mais comme quelqu'un qui entre conscient de tout ce qui a déjà changé, même si de l'extérieur, cela semble toujours pareil. Quand j'ai tourné au coin, j'ai vu la voiture d'Isen à l'entrée et pendant une seconde, j'ai pensé faire demi-tour, ne pas entrer, éviter l'inévitable. Laura m'avait dit que cela pouvait être émotionnellement compliqué, qu'elle pouvait essayer de m'arrêter, de me convaincre, de manipuler le moment. Mais quelque chose en moi ne fonctionnait plus à partir de ce lieu de peur ou de doute. Non, ça n'existait plus. C'était toujours ma maison, mon espace, ma décision. Je suis sortie de la voiture, j'ai marché jusqu'à la porte et je suis entrée. L'air à l'intérieur semblait le même. Mais pas moi. Isen était debout dans la cuisine près du comptoir, téléphone portable à la main, comme s'il attendait quelque chose tout le temps. Quand il m'a vu, il s'est figé, pas comme avant, quand tout était confusion. Maintenant, c'était différent. Maintenant, c'était cette tension de quelqu'un qui sait déjà que quelque chose arrive, mais ne sait pas encore exactement quoi. Clear, a-t-il dit à voix basse. Dieu merci. Je ne savais pas si tu allais être là pendant quelques minutes. Je l'ai interrompu sans élever la voix. J'ai calmement posé mes clés sur le bar. C'est tout. Il a hoché la tête rapidement, trop rapidement, comme si n'importe quel mouvement correct pouvait garder la situation sous contrôle. Oui, oui, bien sûr, c'est bon. Mais ce n'était pas bon, et nous le savions tous les deux. Le silence s'est répandu. Lourd, dense, un de ces silences où chaque mot non dit pèse plus lourd que ceux qui sont prononcés. Je te cherchais, dit-il finalement. J'ai juste besoin d'expliquer. Je l'ai regardé, non pas avec haine, non pas avec colère, non pas avec une douleur ouverte, mais avec quelque chose de plus froid, de plus propre, de plus distant, comme quand on n'est plus à l'intérieur de l'histoire, on observe juste comment elle se déroule. Tu avais le temps pour ça, lui dis-je. Maintenant, vous pouvez l'expliquer à votre avocat. Il y a eu une seconde où l'air a changé. Le mot n'a pas crié, il n'a pas fait de bruit, mais il est tombé avec poids. Avocat. Ce n'était pas émotionnel, ce n'était pas une dispute. Ce n'était pas une dispute de couple, c'était autre chose. Son expression s'est légèrement fissurée. D'abord de la confusion, puis quelque chose de plus dur, de plus inconfortable, de plus réel. Qu'est-ce que tu dis? Demanda-t-il plus lentement maintenant. Je l'ai fixé un instant, sans bouger, sans rien précipiter, sans trop expliquer, juste assez. Tu le sauras lundi, lui dis-je. Et c'est à ce moment précis qu'il comprit qu'il ne négociait plus. Qu'est-ce que tu fais? Sa voix monta légèrement, avec une acuité qui sonnait maintenant plus comme de la peur que de la colère. C'est fou. Nous n'en avons même pas parlé. Il n'y a rien à dire, répondis-je. Ce n'est pas vrai, dit-il rapidement, faisant un pas vers moi.
Les gens font des erreurs, les choses se réparent, c'est à ça que sert le mariage. Je laissai ces mots en suspens un instant. Le mariage, c'est aussi la confiance, dis-je calmement. Le respect et les limites. Je sais, répondit-il, se rapprochant. Je l'ai brisé. Oui, je comprends. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout jeter. Tout, demandai-je. Le mariage, la maison, les factures, les années. C'était ça. Il pensait toujours en termes de pertes, ce qu'il pouvait perdre, ce qu'il pouvait sauver. Pas moi, je n'étais plus là. Je pensais à l'alignement, à ce qui ne correspondait plus, à ce qui n'avait simplement plus sa place dans la même vie. Je ne jette rien, lui dis-je. Je remets tout à sa place. Il me regarda, cherchant quelque chose. Peut-être de la colère, peut-être du doute, peut-être une faille dans laquelle il pourrait se glisser à nouveau, mais il ne trouva rien. Rien de tout cela. Le silence devint plus lourd, et Rebecca demanda soudain, comme si dire son nom pouvait changer l'issue. Et elle? Répondis-je. Ce n'était rien de grave, dit-elle plus rapidement maintenant. Elle traverse beaucoup de choses. C'est juste arrivé. C'est arrivé. Répétai-je, sans question, sans émotion, juste comme un fait. Il hocha la tête, espérant presque désespérément que cette version suffirait, comme si son accord adoucirait tout. Oui, exactement. C'était une erreur. Je le regardai droit dans les yeux, ma voix immobile, mon corps immobile. Alors, tu vas devoir vivre avec, dis-je. Un instant, il ne bougea pas. Puis ses épaules s'affaissèrent un peu, comme si quelque chose à l'intérieur de la structure qu'il soutenait commençait enfin à se fissurer. Clear dit doucement, s'il te plaît. Il était là encore, le plaidoyer, la tentative de me ramener dans une conversation qui n'existait plus. J'ai tendu la main pour mes clés. Je serai bientôt hors de votre chemin, dis-je. Qu'est-ce que cela signifie, demanda-t-il, sa voix tendue de nouveau. Cela signifie, je m'interrompis dans l'embrasure de la porte, que c'est fini. Ça va être votre problème pendant longtemps. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre. Derrière moi, j'ai entendu la porte s'ouvrir et c'est pas rapide et incertain. Et Clear, attends, je ne me suis pas retourné. Le lundi à 10h17, la notification lui a été remise. Je n'étais pas là pour la voir, mais je n'avais pas besoin d'être là car à ce moment-là, tout ce qui était important était déjà en mouvement. L'appel est arrivé à 10h42. J'étais assise à mon bureau, un dossier ouvert sur l'écran, le curseur clignotant dans un espace où je n'avais rien tapé depuis plusieurs minutes. La clinique fonctionnait toujours autour de moi. Téléphone qui sonne, pas dans le couloir, le rythme normal de n'importe quel lundi. Mais je n'étais pas vraiment là. J'étais ailleurs, entre ce qui était déjà arrivé et ce qui était encore à venir. Mon téléphone portable a vibré une fois. Isen, je n'ai pas répondu. Il a cessé de sonner. Puis il a sonné à nouveau. J'ai retourné le téléphone et suis retourné au dossier. 2 lignes plus tard, il a vibré à nouveau, et encore. Le schéma est devenu insistant. Presque désespéré. À 10h47, il s'est arrêté. À 10h49, un message est arrivé. Que as-tu fait? Je l'ai lu une fois et j'ai verrouillé l'écran. À 11h30, Laura a appelé. Il a été notifié, a-t-elle dit calmement. Professionnellement. La réaction initiale était celle attendue, surprise, colère, beaucoup de questions. Je peux imaginer, ai-je répondu. Il prend un avocat aujourd'hui, a-t-elle poursuivi. C'est une procédure standard. En attendant, nous procédons comme prévu. L'audience sur les mesures provisoires est prévue pour la semaine prochaine. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. D'accord, Clear, a-t-elle dit ensuite, baissant légèrement la voix. C'est là que les choses peuvent se compliquer, m'a dit Laura. Non pas légalement, mais personnellement. Il pourrait essayer de vous contacter plus assidûment. La famille pourrait s'en mêler. Restez ferme et évitez tout contact direct. Nous le ferons, répondis-je.
Et une dernière chose, ajouta-t-elle, nous avons demandé l'usage exclusif de la maison immédiatement dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires. En raison de la structure de votre propriété, l'affaire est solide. Solide, ai-je répété doucement. J'ai mis fin à l'appel et me suis assise en silence un instant, laissant tout s'installer en moi. De l'autre côté de la pièce, quelqu'un a ri. Un rire léger, complètement inconscient de tout ce qui venait de changer dans ma vie. Mon téléphone portable a vibré à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Izen, c'était sa mère. J'ai fixé le nom quelques secondes et l'ai laissé sonner. Puis un message vocal est arrivé presque immédiatement. Je ne l'ai pas écouté à ce moment-là. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon calendrier et bloqué les jours suivants, rendez-vous, réunions, tout ce qui me maintiendrait dans une routine. La structure était importante. C'était la seule chose qui empêchait tout de s'effondrer dans une pure réaction émotionnelle. À midi, je suis sortie manger un morceau. L'air était frais, le ciel d'un bleu parfait, sans un seul nuage. Des gens passaient devant moi, certains en blouse d'hôpital, d'autres en tenue de bureau, tous vaquant à leurs occupations comme si rien ne s'était brisé dans le monde. Je me suis assise sur un banc et j'ai finalement écouté le message. Clear, la voix de sa mère commença, tendue, lourde d'émotion. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Izen vient de nous appeler. Il est très contrarié. Il dit que tu as demandé le divorce sans même lui parler. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent dans une famille. J'ai mis l'audio en pause. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent dans une famille. J'ai répété la phrase dans ma tête. Je l'ai observée non pas par le sentiment, mais par la structure. Les suppositions, l'idée de la façon dont les choses devraient être. Et puis je l'ai rejouée. Tu dois venir à la maison, a-t-elle poursuivi. Nous devons nous asseoir et en parler. Rebecca est ici. Il y a clairement un malentendu. Appelle-moi dès que tu auras entendu ça. Un malentendu. J'ai terminé le message. Un bref instant, j'ai envisagé de répondre, non pas pour me défendre, non pas pour m'expliquer, mais seulement pour corriger le langage, pour remplacer « malentendu » par quelque chose de plus précis, quelque chose de plus réel. Mais la précision n'était pas le but de ce message. Le contrôle l'était. Je me suis levée, j'ai redressé mon manteau et j'ai fait demi-tour pour entrer dans le bâtiment. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, dans l'appartement que j'avais loué pour le mois, j'avais 12 appels manqués sur mon téléphone portable. 8 dizaines, 2 de sa mère, un de son frère et un d'un numéro inconnu. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai examiné les documents que Laura m'avait envoyés, des brouillons de la plainte, des notes de l'audience à venir et une liste de ce que je devais soumettre. Tout était clair, structuré, en progression. Il n'y avait pas de place pour la discussion. Le mercredi, il s'est présenté à la clinique. Je l'ai vu avant qu'il ne me voie, à travers les portes vitrées, debout à l'entrée, regardant autour de lui avec cette posture tendue d'urgence contenue. Pendant une seconde, j'ai pensé demander à l'accueil de ne pas le laisser entrer, mais je ne l'ai pas fait. Je suis sortie dans le couloir. Il m'a vu immédiatement. Clear, a-t-il dit, s'approchant rapidement avec un soulagement immédiat sur son visage. Enfin, j'ai essayé de « Tu ne devrais pas être ici », ai-je interrompu, ma voix ferme mais calme. Je ne savais pas où aller d'autre, a-t-il dit, tu ne réponds ni à ton téléphone ni à tes emails. Rien. C'était intentionnel, ai-je répondu. Il s'arrêta à quelques pas de moi, comme si quelque chose d'invisible avait tracé une frontière entre nous. C'est fou, dit-il, baissant légèrement la voix, mais pas son intensité. Tu divorces pour une erreur. Une seule. Je le regardai. Ce n'était pas une, dis-je. Il secoua rapidement la tête. D'accord. Plus d'une. Mais ce n'est pas la question. Le fait est que ça se répare. C'est ce que les gens font. Les gens prennent aussi leurs responsabilités, lui dis-je. Je le fais, insista-t-il. Je t'ai déjà dit que j'avais tort. Je suis désolé. Je ferai tout ce qu'il faut. Alors commence par accepter ce qui se passe, répondis-je. Son expression se durcit légèrement.
Ce qui se passe, c'est que tu réagis de manière excessive, dit-il. Voilà. Pas de regret. Pas de compréhension. Minimisation. Je prends mes responsabilités, dis-je calmement. Responsabilité de quoi? Demanda-t-il, et la frustration était déjà évidente dans sa voix. Quelque chose qui est déjà fini, répondis-je. Rebecca, c'était ça. Je lui ai dit de partir. Je l'ai interrompu. Je l'ai regardé droit dans les yeux sans cligner, sans rien adoucir. Tu ne l'as pas coupé, dis-je. Tu t'es fait prendre. Les mots sont tombés plus lourdement que je ne m'y attendais. Non pas parce qu'ils étaient agressifs, mais parce qu'ils étaient précis. Il frissonna légèrement. Un instant, aucun de nous ne parla. Puis il laissa échapper un long soupir saccadé. Clear, dit-il plus doucement. Maintenant, nous avons une vie, une maison. Tu ne peux pas simplement effacer ça. Je n'efface rien, répondis-je. Je le sépare. C'est la même chose, murmura-t-il. Je ne dis pas fermement. Ce n'est pas le cas. Il me regarda alors, mais il me regarda vraiment, comme s'il essayait de concilier la personne devant lui avec la version de moi qu'il croyait connaître. Ce n'est pas toi, dit-il. Au final, j'ai presque souri. C'est moi, dis-je. Seulement, tu n'as jamais eu à le voir avant. Il ouvrit la bouche, mais la referma sans rien dire. Autour de nous, la clinique continuait de fonctionner. Des gens marchaient, des voix dans les couloirs, la vie normale, comme si ce moment n'avait pas eu lieu dans une autre réalité. S'il te plaît, dit-il une dernière fois. Je secouai la tête. Mon avocat vous contactera, lui dis-je. Et je me suis détournée. J'ai repris le couloir. Je n'ai pas regardé en arrière. Vendredi, l'histoire avait déjà commencé à circuler dans sa famille des versions, des interprétations, chacun arrangeant les faits à sa guise. Je l'ai appris par une amie commune qui a appelé pour savoir comment j'allais. Sa voix était prudente, ses questions indirectes. On dit que tu es très froide, a-t-elle dit. Que tu ne veux même pas lui parler. Oui, je suis froide, ai-je répondu. C'est le but. Il y eut une pause de l'autre côté. Eh bien, il ne s'attendait pas à ça, dit-elle finalement. Moi si, ai-je répondu, parce que pendant des années j'avais été celle qui adoucissait tout, celle qui absorbait l'attention, celle qui faisait de la place pour les erreurs des autres, et maintenant je ne l'étais plus. Et ça, plus que le divorce, plus que les papiers légaux, plus que la maison ou ce qu'ils croyaient leur appartenir, c'était ce qui les déstabilisait vraiment. Pas la conséquence, mais l'audition a duré moins de 40 minutes. En fait, il m'a fallu plus de temps pour garer la voiture que pour confirmer quelque chose qui était déjà clair dès le début. Nous étions assis face à face dans une petite pièce. Mur neutre. Bois poli, un juge qui avait vu des versions de cette même histoire plus de fois que nous ne pouvions compter. Laura a mené presque toute la conversation. Je n'ai répondu que lorsque l'on me le demandait, calmement, précisément, sans émotion inutile. Izen avait engagé un avocat, plus jeune que Laura, plus agressif dans le ton, mais avec moins de stabilité dans ses arguments. Il a essayé de présenter tout comme une réaction émotionnelle, une crise conjugale, une erreur temporaire, quelque chose qui pourrait encore être réparé. Le juge ne l'a pas cru. Restons en nos faits, a-t-il dit en examinant le dossier. Titre de propriété, contribution financière et demande de mesures provisoires. Fait, la maison était à mon nom. L'hypothèque était payée de mon compte. La documentation des transactions financières incohérentes d'Izen avait déjà été déposée. Il n'y avait pas d'argument là, seulement de la résistance. J'ai juste besoin de temps, a dit Izen. À un moment donné, sa voix se brisant légèrement, il a dit, pour arranger les choses, pour corriger ça. Le juge l'a regardé gentiment, mais sans laisser de place aux émotions. Monsieur Benet, a-t-il dit, ce tribunal n'est pas là pour réparer les relations, il est là pour résoudre les questions légales. Cette phrase a changé l'atmosphère dans la salle d'audience. Tout est devenu plus clair, plus définitif. Les mesures provisoires ont été approuvées. L'usage exclusif de la maison m'a été accordé. La protection financière a été mise en œuvre.
Un calendrier pour les prochaines étapes a été établi. Tout cela était, à proprement parler, une procédure. Et pourtant, alors que nous nous levions pour partir, cela ne ressemblait pas à une victoire, ni à un soulagement, mais à une fin. Devant le tribunal, Isen m'a rattrapé. Clear, s'il te plaît. Je me suis arrêtée. Non pas parce que j'avais autre chose à dire, mais parce que je ne voulais pas que ce moment me hante indéfiniment. Certaines choses doivent être closes correctement, proprement, sans aucun effet persistant. Il était à quelques pas, les épaules affaissées. L'urgence qui l'avait accompagné toute la semaine avait disparu, seule la lassitude subsistait. Je ne pensais pas que cela irait aussi loin, a-t-il dit. J'ai hoché la tête une fois. Je sais, ai-je répondu. C'est ce que je pensais. Il est resté silencieux un instant, cherchant quelque chose à quoi s'accrocher. Je pensais que nous avions plus de temps, a-t-il dit. Temps. Ce mot encore. Tu l'as eu, dis-je, tu ne l'as juste pas utilisé. Il a regardé le sol, puis de nouveau moi. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire, a-t-il demandé. La question cette fois était sincère. Ce n'était pas une stratégie, pas un moyen de gagner du temps. J'y ai réfléchi un instant. Sois honnête, dis-je. Avec toi-même. Au moins. Il a laissé échapper une sorte de petit rire, plus de lassitude que d'humour. C'est ça, dit-il. C'est tout ce qu'il y a à faire, répondis-je. Il y eut une pause. Puis il hocha lentement la tête, comme s'il acceptait quelque chose qu'il ne comprenait pas encore tout à fait. D'accord, dit-il. Je me suis retournée et je suis partie. Quand je suis rentrée à la maison, c'était différent, pas vide, juste plus calme, plus défini. L'air avait toujours ce léger parfum d'agrumes, le même doux bourdonnement des appareils électroménagers, mais il n'y avait plus cette tension sous-jacente qui n'avait même pas été là auparavant. Je l'ai remarqué. J'ai mis les clés à leur place habituelle, sur le comptoir de la cuisine. Pendant un instant, je suis restée là à regarder autour de moi, ne pensant pas à ce qui s'était passé, mais à ce qui était encore là. Les murs, la structure, la vie que j'avais construite pièce par pièce, bien avant qu'elle ne soit partagée. J'ai marché lentement dans la maison. Le salon était le même, seulement sans le bruit. Le bureau avait les documents organisés, non plus comme des suppositions ou des causes émotionnelles, mais comme une réalité organisée. J'ai atteint la chambre, me suis arrêtée à la porte et je suis entrée. Le lit était fait comme toujours. Les mêmes draps, la même forme, je les ai retirés. Non par colère, non comme un geste symbolique, mais parce que c'était nécessaire, pratique. Je les ai remplacés par un nouveau jeu, propre, neutre, sans aucune histoire attachée à eux. Quand j'ai eu fini, la pièce semblait la même, mais ce n'était pas le cas. Les semaines suivantes furent calmes, pas faciles, mais stables. Il y eut des réunions, des documents, des conversations dans les limites établies par Laura. Des moments de lassitude, de réflexion, de cette clarté qui ne vient que lorsque quelque chose est déjà terminé. C'est complètement cassé, et vous pouvez le voir sans illusion. Isen a déménagé. Rebecca a entièrement disparu de l'histoire, non pas parce que tout avait été résolu, mais parce qu'elle n'avait tout simplement plus sa place là. Sa famille a essayé de me contacter plusieurs fois. Moins souvent, moins insistamment. Le ton est passé de l'accusation à la distance. De la certitude au doute. Je n'ai pas répondu. Non par ressentiment, mais par alignement. Un jour, presque un mois plus tard, j'ai rencontré une connaissance au supermarché. J'ai entendu ce qui s'est passé, dit-elle prudemment. Je voulais juste te dire que j'admire la façon dont tu as géré ça. J'ai souri à peine, poliment. Je ne l'ai pas géré, répondis-je. J'ai répondu à ce qui s'est passé. Il y eut une pause à l'autre bout. Eh bien, il ne s'attendait pas à ça, dit-elle finalement. Moi si, répondis-je, parce que pendant des années j'avais été celle qui adoucissait tout, celle qui absorbait l'attention, celle qui faisait de la place pour les erreurs des autres, et maintenant je ne l'étais plus. Et ça, plus que le divorce, plus que les papiers légaux, plus que la maison ou ce qu'ils croyaient leur appartenir, c'est ce qui les a vraiment déséquilibrés. Pas la conséquence, mais l'audience a duré moins de 40 minutes.
En fait, il m'a fallu plus de temps pour garer la voiture que pour confirmer quelque chose qui était déjà clair dès le début. Nous étions assis face à face dans une petite pièce. Mur neutre. Bois poli, un juge qui avait vu des versions de cette même histoire plus de fois que nous ne pouvions compter. Laura a mené presque toute la conversation. Je n'ai répondu que lorsque l'on me le demandait, calmement, précisément, sans émotion inutile. Izen avait engagé un avocat, plus jeune que Laura, plus agressif dans le ton, mais avec moins de stabilité dans ses arguments. Il a essayé de présenter tout comme une réaction émotionnelle, une crise conjugale, une erreur temporaire, quelque chose qui pourrait encore être réparé. Le juge ne l'a pas cru. Restons en nos faits, a-t-il dit en examinant le dossier. Titre de propriété, contribution financière et demande de mesures provisoires. Fait, la maison était à mon nom. L'hypothèque était payée de mon compte. La documentation des transactions financières incohérentes d'Izen avait déjà été déposée. Il n'y avait pas d'argument là, seulement de la résistance. J'ai juste besoin de temps, a dit Izen. À un moment donné, sa voix se brisant légèrement, il a dit, pour arranger les choses, pour corriger ça. Le juge l'a regardé gentiment, mais sans laisser de place aux émotions. Monsieur Benet, a-t-il dit, ce tribunal n'est pas là pour réparer les relations, il est là pour résoudre les questions légales. Cette phrase a changé l'atmosphère dans la salle d'audience. Tout est devenu plus clair, plus définitif. Les mesures provisoires ont été approuvées. L'usage exclusif de la maison m'a été accordé. La protection financière a été mise en œuvre. Un calendrier pour les prochaines étapes a été établi. Tout cela était, strictement parlant, une procédure. Et pourtant, alors que nous nous levions pour partir, cela ne ressemblait pas à une victoire, ni à un soulagement, mais à une fin. Devant le tribunal, Izen m'a rattrapé. Clear, s'il te plaît. Je me suis arrêtée. Non pas parce que j'avais autre chose à dire, mais parce que je ne voulais pas que ce moment me hante indéfiniment. Certaines choses doivent être closes correctement, proprement, sans aucun effet persistant. Il était à quelques pas, les épaules affaissées. L'urgence qui l'avait accompagné toute la semaine avait disparu, seule la lassitude subsistait. Je ne pensais pas que cela irait aussi loin, a-t-il dit. J'ai hoché la tête une fois. Je sais, ai-je répondu. C'est ce que je pensais. Il est resté silencieux un instant, cherchant quelque chose à quoi s'accrocher. Je pensais que nous avions plus de temps, a-t-il dit. Temps. Ce mot encore. Tu l'as eu, dis-je, tu ne l'as juste pas utilisé. Il a regardé le sol, puis de nouveau moi. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire, a-t-il demandé. La question cette fois était sincère. Ce n'était pas une stratégie, pas un moyen de gagner du temps. J'y ai réfléchi un instant. Sois honnête, dis-je. Avec toi-même. Au moins. Il a laissé échapper une sorte de petit rire, plus de lassitude que d'humour. C'est ça, dit-il. C'est tout ce qu'il y a à faire, répondis-je. Il y eut une pause. Puis il hocha lentement la tête, comme s'il acceptait quelque chose qu'il ne comprenait pas encore tout à fait. D'accord, dit-il. Je me suis retournée et je suis partie. Quand je suis rentrée à la maison, c'était différent, pas vide, juste plus calme, plus défini. L'air avait toujours ce léger parfum d'agrumes, le même doux bourdonnement des appareils électroménagers, mais il n'y avait plus cette tension sous-jacente qui n'avait même pas été là auparavant. Je l'ai remarqué. J'ai mis les clés à leur place habituelle, sur le comptoir de la cuisine. Pendant un instant, je suis restée là à regarder autour de moi, ne pensant pas à ce qui s'était passé, mais à ce qui était encore là. Les murs, la structure, la vie que j'avais construite pièce par pièce, bien avant qu'elle ne soit partagée. J'ai marché lentement dans la maison. Le salon était le même, seulement sans le bruit. Le bureau avait les documents organisés, non plus comme des suppositions ou des causes émotionnelles, mais comme une réalité organisée. J'ai atteint la chambre, me suis arrêtée à la porte et je suis entrée. Le lit était fait comme toujours. Les mêmes draps, la même forme, je les ai retirés. Non par colère, non comme un geste symbolique, mais parce que c'était nécessaire, pratique. Je les ai remplacés par un nouveau jeu,
propres, neutres, sans aucune histoire attachée à eux. Quand j'ai eu fini, la pièce semblait la même, mais ce n'était pas le cas. Les semaines suivantes furent calmes, pas faciles, mais stables. Il y eut des réunions, des documents, des conversations dans les limites établies par Laura. Des moments de lassitude, de réflexion, de cette clarté qui ne vient que lorsque quelque chose est déjà terminé. C'est complètement cassé, et vous pouvez le voir sans illusion. Izen a déménagé. Rebecca a entièrement disparu de l'histoire, non pas parce que tout avait été résolu, mais parce qu'elle n'avait tout simplement plus sa place là. Sa famille a essayé de me contacter plusieurs fois. Moins souvent, moins insistamment. Le ton est passé de l'accusation à la distance. De la certitude au doute. Je n'ai pas répondu. Non par ressentiment, mais par alignement. Un jour, presque un mois plus tard, j'ai rencontré une connaissance au supermarché. J'ai entendu ce qui s'est passé, dit-elle prudemment. Je voulais juste te dire que j'admire la façon dont tu as géré ça. J'ai souri à peine, poliment. Je ne l'ai pas géré, répondis-je. J'ai répondu à ce qui s'est passé. Elle hocha la tête comme si elle comprenait, bien que je ne sois pas sûr qu'elle ait compris. En m'éloignant, je pensais à la différence. Gérer quelque chose implique un contrôle sur l'événement. Répondre signifie accepter que l'événement s'est déjà produit et que la seule chose qui compte est ce que l'on fait ensuite. Le divorce s'est finalisé sans drame, sans longue dispute, sans révélation de dernière minute, juste des papiers, des signatures, et la clôture discrète de quelque chose qui s'était en fait terminé bien avant que le système ne le reconnaisse. Le jour où ce fut officiel, je me suis réveillée tôt, non par obligation, mais parce que j'en avais envie. La maison était dans ce genre de silence qui semble mérité, non imposé. La lumière entrait doucement par les fenêtres, touchant les choses sans rien exiger. J'ai fait du café. Je me suis assise à la table de la cuisine, et pour la première fois depuis longtemps, rien ne me pesait. Pas de message en attente, pas d'explication, pas d'attention attendant le prochain mot, juste de l'espace. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, non pas comme une chaîne d'erreurs, mais comme une série de décisions, les siennes, les miennes, et le point exact où elles ont cessé de s'aligner. Il n'y avait aucune satisfaction dans sa chute, aucune victoire dans son regret. Juste une compréhension tranquille que j'avais cessé de le protéger des conséquences de ses actions, et ce faisant, je m'étais protégée. Plus tard, je suis sortie sur le porche. La boîte aux lettres portait toujours mon nom de famille peint en lettres noires. L'herbe avait besoin d'être tondue. L'air portait le son lointain des voitures. Tout était ordinaire, et pour la première fois, cela ressemblait à la paix. Je n'ai pas détruit sa vie. J'ai juste cessé de le protéger des conséquences. Au fil des mois, l'intensité de tout ce qui s'était passé commença à se transformer. Elle ne disparut pas d'un coup. Ce n'était pas comme fermer une porte et oublier. Les vraies blessures fonctionnent rarement ainsi. Mais elle changea. Ce qui avait d'abord été une trahison, une rupture brutale, devint progressivement une perspective, une compréhension, une sorte de force née non de la douleur, mais du fait de l'avoir surmontée. Il y eut des jours difficiles, bien sûr, des jours où un souvenir refaisait surface sans prévenir. Le bruit du lave-vaisselle, un parfum inconnu, une vieille photographie trouvée dans un tiroir. Des petits moments presque insignifiants qui autrefois auraient eu le pouvoir de m'anéantir émotionnellement. Mais plus maintenant, car avec le temps j'ai compris que le pouvoir de ces souvenirs ne résidait pas dans ce qu'ils avaient été, mais dans le sens que je choisissais de leur donner maintenant. Et j'ai décidé qu'ils ne définiraient plus ma vie. La maison, autrefois le théâtre de la trahison, se transforma lentement en quelque chose de nouveau. J'ai redécoré certains espaces. J'ai peint des murs, déplacé des meubles, donné des objets qui n'avaient plus leur place dans ma vie. Présent, non pas comme un acte désespéré d'effacer le passé, mais comme une affirmation silencieuse que l'avenir m'appartenait aussi. Chaque changement, aussi minime soit-il, représentait quelque chose de plus grand. J'étais toujours là, toujours debout, toujours en construction. Izen, en revanche, est progressivement devenu quelqu'un de lointain. Pas un méchant constant, pas une présence centrale, juste une conséquence de décisions que je n'étais plus censé supporter. J'ai entendu des choses, bien sûr, qu'il regrettait ce qui s'était passé,
que Rebecca avait également disparu de sa vie, qu'il avait perdu plus qu'il ne pensait risquer. Mais cette information n'avait plus aucun poids réel pour moi, parce que son regret n'était pas ma responsabilité, sa reconstruction n'était pas ma tâche, et ses conséquences n'étaient plus mon fardeau. C'était peut-être la chose la plus libératrice de toutes. Comprendre que cesser de protéger quelqu'un signifie aussi cesser de gérer les dommages qu'il a causés. Sa famille a finalement cessé d'insister. Les appels ont cessé. Les messages sont devenus sporadiques. Les récits manipulés ont perdu leur pouvoir lorsqu'ils ont cessé de rencontrer de la résistance. Parce qu'au final, beaucoup de gens ne savent pas quoi faire quand vous ne participez plus au rôle qu'ils jouaient autrefois. Ils attendaient des choses de moi. Et je n'étais plus prête à jouer ce rôle. Je n'allais pas être l'épouse compréhensive, la femme émotionnellement flexible. Je n'allais pas être celle qui sacrifiait la clarté pour que ceux qui avaient contribué au chaos se sentent à l'aise. Ça s'est terminé. 1 an plus tard. Un nouveau collègue à la clinique m'a demandé un jour, pendant le déjeuner, si j'avais toujours été aussi calme sous la pression. J'ai souri parce que la vraie réponse était plus complexe que cela. Non, je n'étais pas toujours comme ça. La vie m'a enseigné, la trahison m'a forcé, et la décision de me choisir m'a transformée. Je ne suis pas devenue froide, je suis devenue claire. Il y a une énorme différence entre les deux. La froideur est l'absence de sentiments. La clarté est la présence de limites. Et mes limites étaient enfin là où elles auraient toujours dû être. Parfois, les soirs calmes, je m'asseyais dans la cuisine avec une tasse de café, observant la lumière tamisée sur les surfaces propres, l'ordre de mon espace, la stabilité reconstruite. Et je pensais à cette nuit, la porte, les chaussures. Vous voyez ? Le moment exact où ma vie s'est divisée en 2 versions différentes. La femme qui est entrée dans cette maison et la femme qui l'a quittée. La première croyait encore que l'amour, la patience et l'effort pouvaient soutenir n'importe quelle structure. La seconde a compris qu'aucune structure ne mérite d'être soutenue si elle est construite sur la tromperie. Et cette seconde femme était plus forte, plus sage, plus libre, non pas parce que la douleur l'avait détruite, mais parce qu'elle avait enfin cessé de négocier avec elle-même pour s'adapter aux échecs des autres. La paix, j'ai découvert, ne vient pas toujours quand on récupère ce que l'on a perdu. Parfois, elle vient quand on accepte que certaines pertes étaient destinées à nous libérer. Je n'ai pas détruit sa vie, je n'ai pas cherché à me venger, je n'ai pas causé sa chute, je n'ai pas manipulé sa ruine, j'ai simplement cessé d'interférer entre ses décisions et leurs conséquences. Et dans cet acte, j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux que la vengeance. Je me suis trouvée. Parce que parfois, la manière la plus puissante de reprendre sa vie n'est pas de se battre plus fort, de crier plus fort, de détruire celui qui vous a brisé. Parfois, la plus grande force réside dans le fait de marcher jusqu'à la porte, de la fermer calmement et de ne plus jamais l'ouvrir. Et même après tout cela, la vraie transformation n'a pas eu lieu au tribunal, ni dans les documents, ni même le jour où ils ont signé les papiers du divorce. La vraie transformation a eu lieu dans les petits moments, dans ces parties silencieuses de la vie où personne n'applaudit, où il n'y a pas de témoin, où c'est juste vous qui faites des choix différents. C'était la première fois que je payais une grosse facture sans me sentir anxieuse à propos d'une conversation en suspens. La première nuit où je me suis endormie sans vérifier mon téléphone, attendant des explications. Le premier matin où j'ai ouvert les rideaux et réalisé que le silence ne me faisait plus mal. C'étaient les vraies fins et aussi les vrais débuts, car la trahison avait changé beaucoup de choses, mais elle n'avait pas détruit ma capacité à reconstruire. Cela est resté inchangé. J'ai commencé à remarquer des détails sur moi-même qui avaient été enfouis sous l'engagement, la routine et l'adaptation pendant des années. J'aimais rentrer chez moi sans tension. J'aimais cuisiner juste pour moi. J'aimais choisir sans négocier. J'aimais la paix plus que je n'avais jamais valorisé l'apparence de stabilité. Et c'était important parce que nous confondons souvent stabilité et permanence. Mais quelque chose n'est pas stable juste parce que ça dure. Si c'est maintenu par des mensonges, de la manipulation ou un épuisement émotionnel, ce n'est pas de la stabilité, c'est de la survie. Et je ne voulais plus survivre à l'intérieur d'une structure brisée. Je voulais vraiment vivre. Avec le temps, certaines personnes ont tenté de réinterpréter ce qui s'était passé. Peut-être était-ce trop drastique. Peut-être aurait-il pu être sauvé.
Nous faisons tous des erreurs. J'ai entendu ces phrases plus d'une fois et avant, j'aurais pu me sentir obligé de me justifier, mais plus maintenant. Parce que ceux qui n'ont pas vécu la fracture complète jugent souvent la décision finale sans comprendre le processus qui l'a rendu nécessaire. Ils ont assisté au divorce. J'ai vécu l'érosion. Ils ont vu une réaction. J'ai compris le schéma et cette différence a tout changé. Je ne réagissais pas seulement à une nuit, je répondais à une accumulation de décisions, d'omissions et de trahisons qui sont finalement devenues visibles. Cela m'a donné une paix inattendue. Je n'avais besoin de convaincre personne. La vérité n'exige pas de consensus pour rester vraie. Izen a finalement cessé d'être une présence émotionnelle et est devenue une référence lointaine, quelqu'un qui fut autrefois central et qui a cessé de l'être. Non pas par haine, simplement parce que certaines personnes perdent l'accès à vous lorsqu'elles détruisent la confiance qui leur a donné l'entrée. Et ce fut aussi une leçon puissante. Fermer une porte n'est pas toujours un acte de punition, parfois c'est un acte d'entretien, de protection ou de maturité. Il y a même eu des moments inattendus de gratitude. Non pas à cause de ce qui s'est passé, jamais à cause de la trahison elle-même, mais à cause de la clarté qui est venue après. Parce que certaines vérités, bien que dévastatrices, libèrent plus qu'elles ne détruisent. Si je n'avais jamais découvert la réalité, peut-être aurais-je continué à vivre dans une version incomplète de ma propre vie. Peut-être aurais-je continué à m'adapter, à m'engager, à rationaliser des signes qui méritaient d'être confrontés. Peut-être serais-je resté dans quelque chose qui semblait sûr, mais qui n'était pas vrai. Et elle ne voulait plus d'une vie basée sur les apparences, elle en voulait une basée sur la vérité, même si cette vérité exigeait une rupture. Au fil des ans, j'ai appris à parler de ce qui s'est passé sans trembler, non pas parce que cela avait cessé d'être important, mais parce que cela avait cessé de tout définir. C'était une partie de mon histoire, pas mon identité, et cela a fait toute la différence. Parce que survivre à quelque chose de douloureux ne signifie pas que vous devez construire votre vie autour de cette douleur pour toujours. Parfois, la guérison signifie lui permettre de devenir juste une page et non le livre entier. Parfois, quand quelqu'un me demandait comment j'arrivais à rester si calme, je pensais à répondre quelque chose de complexe, mais la vérité était beaucoup plus simple. J'ai continué parce que j'ai compris que rester piégé émotionnellement aurait aussi été une autre forme de perte. Et j'avais déjà assez perdu, alors j'ai choisi autre chose. J'ai choisi la clarté, j'ai choisi les limites, j'ai choisi la paix, je me suis choisi, non pas égoïstement, mais par nécessité, car il arrive un moment dans la vie où protéger son bien-être cesse d'être un choix émotionnel et devient une responsabilité. Avec le recul, je ne vois plus seulement une trahison. Je vois un point de rupture qui m'a forcé à affronter qui j'étais, ce que je tolérais, et ce que j'étais finalement prête à laisser derrière moi. Et bien que je n'aurais jamais choisi la douleur, je choisirais encore et encore la femme que je suis devenue après l'avoir surmontée, plus forte, plus sage, plus libre, parce qu'au final la partie la plus puissante de mon histoire n'a jamais été de découvrir l'infidélité. C'est ce que j'ai fait ensuite. Je n'ai pas détruit, je n'ai pas imploré, je ne me suis pas humilié, j'ai simplement observé la vérité et agi en conséquence. Et parfois, c'est la chose la plus révolutionnaire qu'une personne puisse faire. Cesser de négocier avec l'inacceptable, cesser de protéger ce qui l'a détruit, et finalement choisir sa propre paix. M.